Deuxième personne, maintenant, c'est Françoise Morin, qui est la conjointe de Bernard, qui va nous parler d'une anthropologie décalée, multisituée et engagée, qui résume bien, je pense, que Bernard était, et ça va, je pense, ça va faire un complément avec ce que Guillaume nous a dit. C'est les deux facettes là, de Bernard face à l'anthropologie et aux Inuits. François. Alors d'abord, un grand merci à Caroline Hervé et Louis-Jacques Doré pour avoir organisé cette table ronde en l'honneur de Bernard. Un grand merci parce que je sais que ça demande du temps, de l'organisation. Oui, alors j'ai intitulé mon intervention comme Louis-Jacques vous l'a présenté, parce que je pense que ce sont trois facettes de l'approche anthropologique de Bernard qui sont assez inhabituelles et intéressantes. En triant et en classant ces archives, et il en a énormément, je suis tombée sur un texte, une sorte de brouillon, qui avait pour titre provisoire « Naissance en Arctique Inuit », sans doute écrit vers 2013. Et dès la première ligne, il écrit « Décalage du sujet », le fait de traiter de la naissance en Arctique, mais décaler souvent aussi celui qui en parle. Je me considère en effet comme un décalé à plusieurs points de vue qui ne sont pas sans rapport. Alors, quels sont ces décalages personnels ? Parce qu'il continue dans le texte à en parler. Alors d'abord, il est né gaucher, certains le savent. Et donc il dit « J'appartiens à ce 10% de la population gauche, maladroite, du point de vue de l'écrasante majorité. Décalé, je le fus encore quand on m'obligea à écrire de la main droite. » Et dans un entretien pour la revue Sociaux, qui est une revue en ligne en 2015, il écrit sur cette gaucherie contrariée et il dit « C'est vraisemblablement à ce profil décalé que je dois d'avoir réussi à détecter certains aspects de la vie sociale que les personnes éduquées de façon classique ne perçoivent pas. » Et 15 ans plus tard, j'ai retrouvé un autre texte inédit sur l'imaginaire inuit, sans doute écrit vers 2006. Et Bernard écrit à propos toujours de cette gaucherie contrariée, « N'y aurait-il pas dans cette contrariété quelque chose d'analogue à la contrariété du genre chez les Inuits, avec comme effet une certaine plénitude qui rend apte à voir ce que les autres ne voient pas et à opérer des médiations en raison du chevauchement entre la droite et la gauche. » Point d'interrogation. Deuxième décalage personnel que Bernard cite, il dit que très jeune, il s'est intéressé à l'histoire de sa famille. Alors qu'il avait 9-10 ans, il s'est passionné pour la tradition orale familiale qui concernait son patronyme, Saladin d'Anglure, et la légende qui allait avec, entourant son ancêtre, le chevalier Ogier d'Anglure, qui partait à la troisième croisade, et que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, au lieu de jouer au football comme tous les gosses de son âge, il est devenu généalogiste de sa famille et fut très vite confronté, écrit-il, aux mythes familiaux présents dans plusieurs lignées ascendantes, et il découvrit qu'un arbre généalogique est un construit culturel avec des branches coupées et des branches greffées. Et il ajoute, c'est sans doute cela
qui m'a conduit à l'ethnographie de la parenté chez les Inuits. Mais cette ethnographie de la parenté qu'il va entreprendre chez les Inuits, ce sera une anthropologie décalée, car ces décalages personnels vont l'amener à observer et à comprendre des réalités sociales différemment de nombreux anthropologues. Et bien sûr, il va se heurter à une certaine incompréhension de la part de ses directeurs de recherche et collègues. Et en voici quelques exemples. Première incompréhension qu'il mentionne en 2006 dans son article sur le système de noms de personnes inuites. Il écrit « Mes premiers séjours chez les Inuits, de 1956 à 1962, me firent découvrir en arrière-plan d'une nomenclature de parenté relativement simple une très grande complexité dans son usage, en raison de l'équivalence symbolique des homonymes. On héritait en effet de l'identité et du statut parental de son éponyme, celui ou celle dont on avait reçu le nom, la plupart du temps une personne décédée. Avec cette identité, on héritait aussi de toutes les appellations qu'elle utilisait auparavant pour s'adresser aux autres personnes. Bref, il se rend compte de l'extrême complexité de l'organisation sociale dont il rendit compte dans un manuscrit qu'il va rendre à Balixi, son directeur de thèse de maîtrise à l'Université Laval en 1962. Et quelques mois plus tard, alors qu'il se trouve à Paris pour son service militaire, il reçoit un message de Balixi qui mettait en doute la véracité de ces données concernant la parenté, l'éponymie, les liens avec la coucheuse, le travestissement des enfants, sous prétexte qu'aucune des monographies classiques sur les Inuits n'en parlait vraiment. Bernard a été un peu décontenancé, mais il a mis de côté toutes ces données et il a écrit un mémoire de maîtrise tout à fait classique sur l'organisation sociale traditionnelle inuite qui fut cette fois acceptée. Deuxième exemple qui montre son décalage anthropologique et l'incompréhension de ses collègues. Après avoir terminé son service militaire et ses formations à la recherche, il avait fait le CFRE au Musée de l'Homme et l'EPRAS à l'École pratique des hautes études. Il doit s'inscrire en doctorat en 1964. Et à l'époque, le seul spécialiste de l'Arctique qui puisse le diriger, c'est Mallory, qui va devenir son ennemi intime. Donc Mallory l'encourage à choisir un grand sujet sociopolitique, le leadership inuit. Mais après une première année de scolarité qu'on fait automatiquement quand on s'inscrit en doctorat, il va voir Mallory et lui demande de changer de sujet de thèse. Et il lui propose de transcrire, traduire et analyser un manuscrit écrit en syllabique par une femme inuite exceptionnelle qui est Mitarjuk. Le père Le Chat lui avait en effet confié les premiers cahiers de Mitarjuk lors de son séjour en 1961, mais Mallory refuse ce changement de sujet car il lui dit « Les Inuits sont une société à tradition orale, ils n'écrivent pas ». Lévi-Strauss, qui était très proche ou Bernard était très proche de Lévi-Strauss, va le sortir de cette impasse en le faisant passer en section religieuse de l'École pratique des hautes études, où Evelyn Goldfalk va accueillir Bernard dans sa direction d'études sur les peuples arctiques de Sibérie. Et donc, il va faire sa thèse avec elle à partir du manuscrit de Mitarjuk.
parce qu'en travaillant avec elle ensuite pendant 18 mois, il va à partir des cahiers qu'elle va au fur et à mesure écrire, en syllabique, il va non seulement apprendre la langue, mais aussi découvrir le fameux troisième sexe social. Troisième exemple d'incompréhension et de décalage, c'est lors de son intervention au séminaire de Lévi-Strauss en janvier 1971. À cette époque-là, il est rentré au CNRS depuis 6 ans et il doit rendre compte de ses dernières recherches sur le terrain avant de repartir dans l'Arctique. Et en préparant son exposé, il a beaucoup de mal et il se demande quel lien pouvait exister entre le travestissement, le changement de sexe à la naissance et l'éponymie, entre la circumambulation rituelle autour d'un nouvel igloo et la trajectoire apparente du soleil, de la lune et du ciel étoilé. Et alors, pour se détendre, il décide d'aller à la piscine proche de sa résidence. Et une fois qu'il est dans l'eau, qu'il nage, il se rend compte qu'il faut adapter le point de vue du fœtus qui flotte dans l'utérus maternel pour comprendre à la fois l'ontogénèse, mais aussi la cosmogénèse et l'organisation sociale inuite. Donc il choisit comme titre de son exposé chez Lévi-Strauss « De la délivrance à l'accostage, essai d'explication de la reproduction sociale chez les Inuits ». La délivrance renvoyait à la naissance et l'accostage au rite de passage à l'âge adulte de l'Inuk, qui utilisait son premier kayak et qui devait tourner 3 fois dans le sens apparent du soleil et revenir accosté alors que sa promise saisissait la proue du kayak pour l'aider à débarquer. Il pouvait alors la prendre comme épouse et constituer une famille. Et donc Bernard a présenté toutes ces idées et une première ébauche de son fameux schéma montrant l'utérus, l'igloo et la voûte céleste dans des rapports analogiques aux 3 échelles. Plusieurs collègues l'applaudirent, mais un certain Claude Tarditz, que certains d'entre vous doivent connaître, ancien professeur à l'EPRAS, africaniste, fut très critique et lui demanda « Qu'est-ce qui nous prouve que tout ce que vous nous avez dit n'est pas une pure spéculation de votre cerveau ?» Donc Bernard était une fois de plus très décontenancé, mais Lévi-Strauss vint à sa rescousse et lui dit « On m'a souvent fait ce reproche au début de ma carrière. Mais le point qu'on puisse dire, après vous avoir entendu, c'est que votre exposé a une grande valeur heuristique, en ce sens qu'il donne du sens à de nombreuses données présentes dans les monographies des Inuits de vos prédécesseurs, mais le plus souvent mises en annexe ou sans interprétation. » Bernard, dorénavant, a décidé de filmer ces entretiens pour répondre à ce type de critique de Tarditz. Ces 3 exemples marquent le début de la carrière académique de Bernard et montrent bien qu'en adoptant de nouvelles perspectives, une méthodologie différente de celle de ses collègues, il a accédé à des univers inconnus de la culture inuite qui dérangeaient certains anthropologues. Deuxième facette, l'anthropologie multisituée. À la fin des années 80, Bernard cherchait à tester son modèle théorique du troisième sexe et à vérifier ses hypothèses sur le travestissement. Et il cherchait à tester ces deux avancées théoriques qu'il avait proposées sur d'autres groupes autochtones à tradition chamaniste ou pratiquant encore le chamanisme.
Alors déjà, cela allait à contre-courant des pratiques ethnographiques dominantes à l'époque, qui privilégiaient plutôt l'étude monographique d'une communauté ou d'un groupe ethnique. C'est-à-dire que l'anthropologue était le spécialiste de telle ou telle communauté ou de tel groupe. C'est à cette époque que nos routes se sont croisées, que nos décalages personnels ont en quelque sorte matché, car je me reconnaissais dans son modèle de troisième sexe social, et puisque lui-même se définissait comme troisième genre, nous étions en quelque sorte complémentaires. En 86, à cette époque où il cherche à comparer avec d'autres groupes, moi-même, je revenais d'un long séjour en Amazonie péruvienne où je travaillais avec les Shipibo-Conibo qui vivent le long de l'Ucayali. Ce peuple, à cette époque, connaissait un renouveau identitaire dont le chamanisme était une des composantes. J'étudiais à l'époque leur mobilisation politique et leurs revendications territoriales et culturelles. Et pour cela, j'avais mené de nombreux entretiens avec des leaders, dont un certain Quetzembetsa, qui était un Shipibo ayant une formation chamanique. Il appartenait à une famille de chamans qui avait résisté aux différentes pressions des missionnaires catholiques, adventistes et évangélistes. Donc, à la fin des années 80, je rencontrais Bernard, il me proposait cette comparaison et j'ai donc accepté de m'associer à sa recherche qui avait 3 volets, les Inuits, les Shipibo-Conibo et les Yukagir et Tchouktchis en Sibérie. Alors, ah oui, c'est de l'autre côté. Je parlerai ici surtout du terrain amazonien, faute de temps, où on a pu recueillir plusieurs biographies de chamans qui retraçaient leur apprentissage, comme d'abord Onania, puisque chez les Shipibo, il y a 3 types de chamans, Onania, Meraya et Yobe. Comme Onania, c'est ceux qui soignent avec des plantes, comme l'ayahuasca, que vous devez connaître. Puis, il y a ceux qui s'appellent Meraya. Ce sont des grands chamans qui peuvent voyager dans d'autres mondes. Et pour cela, ils font une rencontre avec une femme esprit, une Chaikoni, avec lequel ils vivent maritalement et avec lequel ils ont des enfants esprit. Ils forment en quelque sorte une seconde famille et l'épouse mystique, Chaikoni, devient alors le principal esprit auxiliaire du chaman et gère ses relations avec le monde spirituel. Lors d'un second séjour, cela ça a été en 1994, en 1996, nous sommes retournés où là, on voulait éclaircir le problème du chamanisme féminin. Et on a rencontré effectivement pas mal de femmes chamanes qui sont moins nombreuses que les hommes, mais elles existent. Et je citerai le témoignage de l'une d'entre elles, que j'ai bien connue, Banshin Beka, qui était Onania et qui était âgée d'une 60aine d'années. Elle avait été formée au chamanisme par son oncle maternel, lui-même Meraya et ayant une famille Chaikoni. Elle s'était mariée avec un Shipibo et un jour, elle a été visitée en rêve par un Chaikoni qui est devenu son époux spirituel. Et elle fit un rêve dans lequel on introduisait dans son vagin la miniature d'une fillette et son époux esprit lui interdit dorénavant toute relation sexuelle avec un humain, sinon l'enfant naîtrait mal formé. Elle a donc appris qu'elle était enceinte de son mari esprit
et elle accoucha d'une fille nommée Yoshin Bake, enfant d'esprit, que nous avons nous-mêmes bien connu. Donc avec cet exemple de Panchen Beka, on en a déduit que sur le plan de l'alliance, hommes et femmes Shipibo, Konibo sont dans une relation symétrique lorsqu'ils contractent un mariage avec un esprit, mais que sur le plan de la filiation, dans le cas de l'homme qui épouse une femme esprit, il procrée des enfants invisibles, alors que dans le cas de la femme qui épouse un homme esprit, elle procréera des enfants visibles humains. Donc ce thème du mariage mystique des chamans et Shipibo Konibo a enthousiasmé Bernard et il a voulu retravailler ce thème avec les Inuits, le thème du mariage mystique, avec des femmes Iriret ou Tayaksuk, notamment à Clyde River, qui, comme les Tchaïkonis, sont des humains invisibles. Cette recherche, que j'ai appelée multisituée, en référence à l'article de Marcus, bien sûr, qui a été publié un peu à la même époque, en 1995, nous permit de comprendre et d'analyser deux univers chamaniques et stimula Bernard pour approfondir sa connaissance du chamanisme inuit. Dernière facette que je voudrais... j'accélère, d'accord. Mais je peux aussi m'arrêter là, hein, si... D'accord. Résumé, bon. Disons que contrairement à la génération de ma génération, qui est un peu celle de certains, et celle de Bernard, qui accumulait des données et qui avait une pratique que j'appellerais extractiviste pour écrire ensuite des articles et des livres sur tel ou tel peuple. Bernard avait une toute autre conception de l'anthropologie et de la pratique anthropologique. Il avait créé en 1970 avec Louis-Jacques Doré l'appellation Inuxiotite pour décrire le groupe de recherche en anthropologie sociale à Laval, dont le but était non seulement d'étudier et de faire mieux connaître la culture inuite, mais aussi d'aider les Inuits, à conserver et recouvrer leur identité. Et l'équipe de chercheurs qui s'est constituée autour de Bernard devait rendre accessibles ces données recueillies auprès de ceux qui en étaient les dépositaires, mais pour le plus grand nombre possible d'Inuits. Il ne fallait pas enquêter sur les Inuits, mais travailler avec les Inuits pour une meilleure compréhension de leur culture, dans le but de renforcer leur identité et appuyer leurs revendications économiques et territoriales. Donc, avec l'association Inuxiotite Katimayi en 1974, ils ont pu organiser les congrès d'études inuites et auxquels peu à peu les Inuits ont participé, et le dernier congrès à Winnipeg était en quelque sorte organisé par eux. L'association a aussi permis la revue Études Inuites, créée en 1977, et là aussi, les Inuits participèrent, et je me souviens d'un numéro sur les droits collectifs où Mary Simons et Dali Sambo, qui étaient des grandes figures politiques de l'époque, figuraient parmi les auteurs de ce numéro. Donc, Bernard voulait que ses propres travaux anthropologiques servent aux Inuits, et il a déposé chez Avatark, ce centre culturel inuit à Montréal, tous ses films, ses généalogies, ses entretiens, ses archives, en quelque sorte. Il voulait que les Inuits s'en servent pour retrouver une filiation, pour connaître le nom de leurs aïeux, pour entendre leur voix, pour recueillir leur savoir traditionnel. Il voulait aussi promouvoir une littérature et une auto-histoire inuite, et ceci dès 1965. Et à l'origine du projet, il y a l'histoire de Mitarju qui, d'elle-même,
a écrit en syllabique toute une histoire inventée qu'elle a appelée Sanark. Cela a donné une idée à Bernard de donner des cahiers à un certain nombre d'Inuits pour écrire leur propre histoire, car il s'était rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus prolifiques et beaucoup plus coopératifs quand on leur proposait de répondre aux questions sur papier. Et donc, il développe sa fameuse méthode des informateurs écrivains, et en l'espace de 2 ans, il obtient la participation d'une 50aine d'informateurs écrivains répartis dans 8 villages, et l'année suivante, il double, et aujourd'hui, on a un corpus de 5000 pages de textes, dont une grande partie en syllabique, dont une grande partie reste à exploiter. Ces cahiers ont été numérisés par Avatark et sont à la disposition des Inuits. En 1968, il entreprit avec Louis-Jacques une enquête de toponymie dans le Nunavik, et 600 des 3500 toponymes qu'ils recueillirent furent officialisés par la Commission de toponymie du Québec. Mais il regrettait que la mémoire des lieux occupés avant la sédentarisation des Inuits en village se perde, notamment la connaissance des sites sacrés. Et j'ai retenu une phrase qu'il a écrite: « La mythologie des Inuits est inscrite dans le territoire, mais là encore, le savoir se perd. » Et il avait proposé de constituer une banque de données pour faire face à ce problème. Autre dossier qui le préoccupait énormément, c'est le système des noms personnels inuits. Et il critiqua notamment dans un article en 2006 les politiques identicides, c'est un mot très fort, identicides, des missionnaires qui ont imposé un prénom de baptême, mais surtout des gouvernements qui ont imposé des noms de famille au détriment des noms traditionnels. Il constatait que les jeunes générations ignorent souvent leurs noms traditionnels. Il constatait qu'ils s'identifiaient plutôt aux joueurs de hockey, dont ils se tatouaient le numéro sur les avant-bras et se font appeler souvent par ce numéro par leur groupe de jeunes. Donc c'est dans ce contexte qu'il entreprend avec Louis-Jacques de revaloriser les noms personnels dans 2 villages, Igloolik et Sanikiluaq, où il fallait recueillir tous les noms personnels de la population avec les éponymes et les circonstances de la nomination. Et ce projet a eu énormément de succès chez les jeunes. Et là encore, une banque informatisée devait être créée dans les villages pour préserver ces premières données. Je voulais aussi souligner l'engagement de Bernard dans le domaine juridique. Je ne vais pas le développer, mais il a plusieurs fois défendu devant des juges leur culture, en montrant par exemple dans un célèbre procès Okpikdir que l'adoption intergénérationnelle était une coutume inuite et qu'il fallait la respecter. Alors, pour aller vite, je dirais très rapidement un mot des dimensions internationales de son engagement, dont je suis un peu responsable, parce que quand on s'est rencontrés en 86, j'avais découvert l'existence du groupe de travail sur les droits des populations autochtones à Genève, à l'ONU, qui existait depuis 82. Et je l'avais découvert en suivant des leaders amazoniens qui venaient de créer la COICA, qui est le pendant d'ICC, mais en Amazonie. Et ils voulaient aller voir ce qu'on racontait à Genève, donc je les ai suivis. C'est là qu'ils ont découvert la notion de peuple autochtone. À partir de 88, Bernard m'a accompagné à l'ONU, où en tant qu'anthropologue, on participait à l'élaboration de cette fameuse déclaration des droits des peuples autochtones, et aussi bien à Genève qu'à New York, pendant une 30aine d'années,
on a servi d'intermédiaire entre les représentants étatiques et les leaders autochtones qui venaient du monde entier. On a souvent conseillé, par exemple, le représentant français d'adopter la déclaration en lui expliquant ce que c'était qu'un peuple autochtone, car bien sûr, bien qu'il venait de l'ENA, la plupart du temps, il ne le savait pas. Et donc, cette période a été très importante. J'essaye de trouver la suite, mais 6, 7. Voilà. Et oui, je voulais terminer en disant qu'avec deux autres anthropologues, nous avons créé le GITPA, le groupe international de travail pour les peuples autochtones en 2004, qui était le pendant de Yves Guillat au Danemark, qui avait été créé par des Danois. On l'avait créé en particulier parce qu'à l'ONU, les deux langues de travail sont l'espagnol et l'anglais, et tous les francophones étaient un peu perdus. Et donc, on avait créé ce groupe pour traduire un certain nombre de documents, pour traduire notamment le rapport annuel d'Yves Guillat sur la situation dans le monde des peuples autochtones, et d'organiser aussi une coordination autochtone francophone qui a réuni ses membres et à Québec et à Agadir en deux fois, et auquel Lisa a participé. Donc je m'arrêterai là, et j'espère vous avoir convaincu des décalages.